Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Allô tout le monde. Oui, Philippe Audrey n'est pas là. Philippe Audrey est encore en Belgique. On le salue. Bravo, Philippe Audrey. Continue à manger du chocolat, à faire rire les Belges. Par contre, j'avais organisé une rencontre avec un cinéaste, avec un artiste que j'aime beaucoup, Félix Rose. Et il y a un nouveau film qui est présentement à l'affiche. Il est là pour nous en parler. Salut, Félix. Oui, salut Thomas. Salut, merci d'être là. Merci d'accepter. C'est très gentil. Tu as un nouveau film à l'affiche en ce moment au cinéma. Il s'appelle La bataille de Saint-Léonard. C'est quoi ça? Pourquoi tu t'es intéressé à cette histoire-là? Comment tu as commencé le processus de ce film-là? Mais quand j'ai fait Les Roses, c'est sur l'histoire de ma famille, parce que mon père était dans la FLQ, Paul Rose. Mon approche, c'était tout le temps la petite histoire de la famille Rose dans la grande histoire du Québec. Puis là, à un moment donné, j'arrive, mon père, il a milité à Saint-Léonard. Je raconte un peu c'est quoi Saint-Léonard, il a milité là. Puis là, je découvre un épisode de l'histoire du Québec qu'on m'a jamais raconté, qui est très évocateur, qui est rocambolesque parce qu'il se passe plein d'affaires, et qui amène à la loi 101 ultimement. Mais je me dis, comment ça, moi, je connais pas ça? Puis là, j'ai rencontré Raymond Lemieux, qui était le porte-parole des francophones Qui est dans le film. Qui est dans le film. Et quand j'ai rencontré cet homme-là, c'est un peu comme j'ai eu une espèce de coup de foudre. J'ai fait, c'est un vieux monsieur, il est en fin de vie. Puis là, il me raconte son histoire. Puis là, j'ai filmé ça. Puis je me suis dit, je peux pas en faire un chapitre dans Les Roses, là. Ça mérite son propre film. Et j'ai fait l'entrevue, puis il est décédé peu de temps après. Puis cet homme-là, quand il est décédé, il n'y a pas personne qui en a parlé dans les médias. Oui, c'est grâce à ton film que je connais l'existence de cet homme-là. Puis si je me fais à ton film, il est immense, là. Il est immense parce que, je veux dire, la conscientisation par rapport à la langue d'enseignement, c'est faite à Saint-Léonard. Puis là, je peux peut-être te raconter un peu le contexte parce que je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Ah, je savais pas. Vu que c'est méconnu. C'est qu'à Saint-Léonard, là, avant, là, dans l'Est de Montréal, c'était juste des champs. Là. Il n'y avait rien. Là. Puis là, tu as un entrepreneur italien qui s'appelle Mario Barone qui arrive ici et qui dit, il y a une vision. Il dit, moi, je veux faire une ville pour les Italiens. Puis là, tout le monde dit, c'est un malade. Personne ne va vouloir aller dans l'Est de Montréal. Il n'y a rien là. Il construit des duplex partout et il amène une bonne partie de la communauté italienne. Donc, en quelques années, 40% de la population est italienne à Saint-Léonard. Wow. Puis eux, les Italiens, tu sais, ils sont pas fous. Là. Ils arrivent au Québec. Premièrement, ils sont plus pauvres que les Canadiens français. Puis ils voient bien que pour avoir accès aux meilleurs emplois, il faut parler anglais. Donc, ils demandent, ils ne sont pas contre le français. Là. Ils demandent des écoles bilingues, anglais-français. Mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'anglais domine sur le français. Puis là, les parents francophones réalisent que leurs enfants se font angliciser. Donc là, il y a une élection scolaire. Et, on parle des années 60, 67, exact, 68. C'est ça, fin des années 60. Puis là, il y a une élection où Raymond Lemieux qui arrive, qui est un architecte. Juste avant, c'est génial. C'est une élection scolaire. Je sais pas si c'était comme moi j'ai jamais voté une élection scolaire. Fait que je trouve cool qu'une élection scolaire a provoqué un changement. Au début, c'est une guerre de clochers. Là, tu te dis, bon, c'est des petites affaires dans un quartier méconnu et tout ça. Mais là, Raymond Lemieux, qui est un anglophone, parce que son père, c'est un franco-américain, sa mère anglophone, irlandaise, puis lui, il devient francophile, puis il dit, ça n'a pas de bon sens, c'est pas normal. Donc, il y a une élection scolaire. Mais un truc qui est super intéressant de ton podcast, pardon, de ton film, c'est que tu apprends que un des plus grands militants pour la langue française, c'est un anglophone. Ben oui, ça, c'est quand même pas anodin. Là, c'est lui, il est vraiment une famille d'anglo et d'NDG, mais il a réalisé que les francophones étaient dans une mauvaise posture à l'époque, ils vivaient des injustices, puis il est devenu francophile à cause de ça. Puis là, c'est pour ça qu'il y a une élection scolaire, puis les francophones gagnent, puis ils mettent fin aux écoles bilingues. Puis là, au début, tu te dis c'est anecdotique, tout ça, mais les Italiens, ils ne prennent pas. Ils ne prennent vraiment pas. Puis là, écoute, ils font des classes clandestines. Là. Peux-tu, s'il te plaît, expliquer c'est quoi les classes clandestines? C'est ma partie préférée de l'histoire.
C'est que là, la communauté dit, ben là, nous, si on n'est pas acceptés dans les écoles bilingues, on va éduquer nos enfants dans les sous-sols de duplex. Parce que le gars, il construit. Mario Barone, Ouais. il construit des maisons puis il les C'est vend ça. des Italiens. Fait que s'il dit, bon, ben, les maisons modèles, parce que pour vendre une maison, si j'ai bien compris dans le film, il monte une maison modèle. Il fait, tu Exact. l'aimes-tu cette maison-là? Ça va être ça, mais c'est une autre rue. C'est Il ça. prend ces maisons modèles-là et dans les sous-sols, il y a des classes avec des profs. Oui, il finance tout. Là. Il finance les profs, il finance les autobus. Exact, là. C'est ça. Cet espace-là, il va servir. L'espace vide, il va servir. Il fait une espèce de commission scolaire adjacente. C'est ça. Ben là, le gouvernement, il dit, ça n'a pas de bon sens, on peut pas permettre ça. Donc, il donne un peu raison aux Italiens, puis il dit, on va faire une loi pour dire le libre choix. Les nouveaux arrivants peuvent choisir la langue d'enseignant. Aussi, c'est intéressant, c'est l'Union nationale qui est au pouvoir. Là. Exact. Jean-Jacques Bertrand, un grand méconnu de l'histoire. Puis il est passé vraiment lui aussi dans les trappes de l'oubli. Puis là, les francophones, ils le prennent pas. Puis c'est là que ça devient un débat national. Puis là, il y a des émeutes au Parlement. Il y a une guerre à Saint-Léonard, là, où les Italiens et les francophones se battent dans les rues. Oui, c'est pas une manière de parler. Là. C'est pas, on dit souvent aujourd'hui, Non. le climat est violent parce que les commentaires Cœur sur vaillant, là, dans Saint-Léonard. Oui, il y a des bâtons, ça se lance des Ben oui. roches. Il y a genre, il y a une fois dans une école où Raymond Lemieux, c'est bien son nom, il y a une fracture du crâne. Ça devient violent. La police le force à aller à l'hôpital, ce qui est particulier. Ah oui, non, c'est ça. Ça dérape parce qu'au début, c'est très gentil, là. Mhm. Mais à un moment donné, ça prend une tournure, ça fait le tour du monde. Tu sais, Cœur vaillant dans Saint-Léonard, une banlieue avec des duplex, c'est pas anodin. Puis là, ils font la loi de l'émeute, qui est un peu un pendant de la loi des mesures de guerre, qui dit tous ceux qui sont trouvés dans les rues peuvent être accusés de sédition. Sédition, c'est vouloir renverser le gouvernement. Donc Raymond Lemieux, on l'accuse de vouloir renverser le gouvernement. Et selon la loi, c'est une loi, c'est vraiment, vu qu'elle est tellement vieille, c'est une loi, genre, Ouais, c'est archaïque. la reine. C'est ça. Si tu manques de respect à la reine peut t'enfermer à perpétuité en prison. Exact. En 1968. Exact. Mais c'est ridicule. Puis Mhm. là, le gars, c'est un pacifique et tout. Là, il croit au pouvoir de la rue. Puis là, on lui donne cette peine-là, puis je veux dire, cette accusation-là, puis il doit se démêler avec ça. Donc, c'est un récit vraiment assez spectaculaire. Puis tout ça, ce débat-là, tu sais, ça va amener à la loi 101. Donc, c'est pour ça que moi, Il y a je une le bombe raconte. chez Mario Barone. Ben oui. Il y a de la violence des deux côtés. Là. Oui, oui, parce que moi, dans le fond, tu sais, les roses, là, je m'intéressais pas juste au côté politique, je m'intéresse aux familles. Tu sais, les roses, c'est beaucoup les répercussions de la crise d'octobre, sa famille aussi. Puis j'ai décidé de faire la même chose avec Saint-Léonard, mais je me suis dit, cette fois-ci, je veux que ça soit deux familles qui pensent pas pareil. Puis là, t'as les francophones, t'as les Italiens, donc je raconte les deux. Puis Baronnet, là, c'est sûr que moi, j'étais dans une drôle de posture. Ben, Félix Rose, FLQ, communauté italienne, tu vois, hein, ça s'additionne pas, là, tu sais. Puis là, je me dis, tu sais, moi, j'avais envie de raconter cette histoire-là. Je vais appeler Mauro Baronnet, le fils de l'entrepreneur. Puis là, je raconte mon projet. Il est emballé, l'histoire de son père. Puis là, je me dis, tu sais, je veux pas qu'il aille sur Google puis qu'il fasse oh mon Dieu, le fils de Paul Rose. Là, je dis, sais-tu, je suis qui? Puis là, Félix Rose, non, fils de Paul Rose. Puis là, silence. J'entends rien. Là, j'ai dit, mon chien est mort. Puis là, après, il fait, oh, ouais. Puis là, il me parle, il me jase. Puis Parce qu'aux yeux de bien des gens, je sais pas si ton père est un terroriste. oui, mais non, je sais. Je dis, mon père, là, Aux yeux de l'État aussi, je veux pas être plate, là, mais. j'ai tout. Tu sais, moi, c'est mon père. Tu sais, Mhm. moi, le Felky, je l'ai pas connu. Moi, c'était le papa poule qui travaillait à CSN. Là. Ça avait rien à voir avec la figure emblématique. Mon père, c'est soit qu'il y a du monde qui le vénère, ou soit qu'il y a du monde qui se réveille pour l'haïr. Puis, tu sais, C'est la personne qui a. Ah, il est correct. Il Mais- est correct, Paul. C'est un ben, ou c'est deux. ça, non, j'ai tout le temps été vécu, moi, avec les deux extrêmes. Puis là, Marou, finalement, il est super curieux, il me pose des questions. Puis, tu sais, il dit, tu sais, mon père aussi était controversé à Saint-Léonard. Puis, on a comme cliqué, tu sais, moi, puis lui. Puis, on est devenus amis. Puis, il m'a présenté sa famille, tout ça, qui m'ont partagé leur histoire. Puis là, tu parles de la bombe. Tu sais, je veux dire, c'est des histoires très difficiles qu'ils ont vécues, là. Tu sais, le mieux, ça a brisé la famille. Les baronnets, ils l'ont eu difficile parce qu'il y a eu des attentats et tout ça. Puis, tu sais, il faut que les gens te fassent confiance. Donc, j'ai créé des liens avec eux. Et c'est sûr que les baronnets, c'est ça, comme je te dis, ça a explosé chez eux. Ils étaient couchés, puis tu sais, ça montre à quel point que c'était devenu violent et sensible, ce combat-là. Puis ça crée des traumatismes chez les enfants, mais chez la mère aussi. Là. Mais le père, il disait tout le temps, nous, on quitte pas Saint-Léonard, parce que si on quitte Saint-Léonard, ça montre qu'ils ont gagné. Donc, on reste là. Il y avait un attentat à la bombe à la maison. Le lendemain, les enfants retournaient à l'école. Puis c'était ce genre-là. Là, tu Wow. sais. Une des filles de Marie Baronnet explique qu'une fois, elle sentait qu'elle était suivie. Puis elle s'est fait expliquer par. Corrige-moi si je me trompe, là, elle s'est fait expliquer par quelqu'un. Oui, t'es suivi parce que tu le sais pas, mais il y a tout le temps
de la sécurité d'Ottawa Ben cachée oui. parce qu'il avait peur pour ses enfants. Lui, il disait qu'il avait pas peur pour sa sécurité. Il avait peur pour la sécurité de ses enfants. Ben, c'est clair, parce que je veux dire, moi, je leur posais la question, baronnet, j'ai dit, ben, vous avez pas l'impression qu'ils jouent un peu avec votre vie? Puis ils disaient, non, tu sais, il y avait de la sécurité, tout ça. Mais je dis, c'est quand même dans votre salon chez vous, là. Quand même. La majorité du monde serait parti de là, puis on va aller ailleurs, là. Mais non, c'était comme ça. Tu vois, mais les deux, c'était deux hommes de conviction, baronnet, le mieux. Puis ça, même, je trouve ça intéressant. Deux hommes de conviction avec des idéaux différents, mais de voir qu'ils se battent pour ça, puis l'impact que ça a sur eux, leur famille. Donc, c'était ça que je voulais raconter. C'est quoi ton regard? Parce que tu as une famille extrêmement politisée. Ouais. Je veux dire, plus politisée que ta famille. Et tu as sûrement eu des percussions sur ta famille. En Ouais. fait, oui. Parce que, oui. Comment tu as vécu cette empathie-là? Parce que Raymond Lemieux, un truc qu'on apprend sur Raymond Lemieux, c'est que ça a brisé sa famille. Vu qu'il était tellement impliqué dans la politique, il n'a pas pu s'occuper de sa famille. Et sa femme a dû quitter. Comment tu te sens par rapport à ça, le politique qui mélange la famille? Comment. Mais moi, c'est ça, je pouvais me transposer dans l'histoire de la famille le mieux. Parce que c'est sûr qu'octobre, moi, je suis né 17 ans après octobre. Mais mes tantes, ma grand-mère, ils ont toutes été arrêtées. Là. Eux, il n'y avait rien à voir avec les événements d'octobre. C'est mon père et mon oncle qui avaient enlevé le ministre Pierre Laporte. Mais les répercussions étaient sur toute la famille. Ils ont fait de la prison. Ma tante Lise a été battue. Ils l'ont déshabillée. Ils l'ont envoyée dans un champ puis ils ont menacé de la tuer. Donc, c'est sûr que ça a créé une espèce de... Parce que c'était juste... Leur seul crime était être dans la même famille que les frères Rose. Donc, c'est sûr que ça laisse des séquelles, tu sais, tout ça. Et moi, tu sais, moi, j'ai grandi à Chomédé-Laval. Là. Tu sais, je veux dire, une vie de banlieue très heureuse. Je veux dire, mon père était très syndicat et tout ça. Donc, j'ai pas été traumatisé de ça. Moi, c'est plus mon traumatisme, si on peut dire, c'est d'apprendre que mon père, qui était un gars qui levait jamais le ton, qui sacrait pas, qui buvait pas de bière. Ça n'a rien à voir avec le Paul Rose dans le film de Pierre Falardeau. Là. Mon père, il serait peut-être plate comme personnage de film de Falardeau parce qu'il était assez straight. Puis de réaliser que cet homme-là, qui ne serait pas capable de faire mal à une mouche, avait été impliqué dans la mort d'un ministre, il l'avait enlevé. Là, j'ai appris ça, j'avais 7-8 ans. À l'âge de ma fille présentement, je croyais pas. Je capotais. Comment t'as appris ça? Mais c'est une cousine, il me l'a dit, ton père a tué un homme. J'ai fait, tabarouette, c'est rough. Tu sais, moi, je croyais que c'était une blague. Puis là, je suis allé voir ma mère, puis ma mère a dit, tu sais, il a dit oui, mais il y a des nuances. Tu sais, puis là, des nuances à 7 ans. Tu sais, je veux dire. Donc, moi, c'est sûr que toute ma vie, j'essaie de comprendre. Tu sais, je me dis, comment qu'un homme que je considérais bon a pu causer des gestes aussi graves? Puis ça a été ça, les roses. Ça a été ça, tu sais, pendant des années, tu sais, vu que je n'étais pas capable d'en parler avec lui, parce que c'était trop tough pour moi. OK, comment ça? Il voulait pas... C'est trop ça pour toi, il voulait pas... Tu sais, lui, mon père était dans le présent. Hein. Il avait refait sa vie, la prison, c'était derrière lui. Lui, c'était un militant, il travaillait dans les syndicats et tout ça. Puis moi, tu sais, j'avais peut-être pas tous les outils, les clés là, pour échanger de ça. Donc, je me suis retourné vers les films, vers le cinéma, l'histoire. Moi, j'étais un passionné de généalogie. Mon père est embarqué dans mon projet. Mon trip, là, la fin de semaine, là, c'est j'allais pas jouer au Pokémon. Là. J'allais avec mon père dans les cimetières fouiller pour trouver des ancêtres. Là. On faisait ça. On tripait les deux ensemble là-dessus. Puis ça nous a rapprochés. Puis c'est de même que j'ai compris un peu le passé ouvrier, l'oppression des Canadiens français. Puis, tu sais, même mon père, à un moment donné, il me l'a expliqué à la fin de sa vie. Parce que, regarde, moi, là, je veux dire, j'avais 20 ans, mon père, je voyais qu'il vieillissait, il avait des problèmes avec ses yeux, tout ça. Je me suis dit, je vais faire de quoi sur la famille Rose. C'est important, je m'intéresse au cinéma. Puis j'ai commencé à lui en parler. C'est ça, lui, il était 69 ans, et il me l'avait expliqué. Il dit, tu sais, Félix, moi, là, je suis un pacifique à la base, là. Tu sais, il était dans toutes les manifs de l'époque. Il avait fait la Maison du pêcheur, qui est comme une auberge de jeunesse, où les jeunes pouvaient parler politique, tout ça. Il dit, mais à un moment donné, le gouvernement, on sentait que c'est plus une démocratie parce qu'on nous enlevait le droit de manifester. Puis c'est notre seule façon de s'exprimer à l'époque. On nous a coupé ça. Nos porte-paroles, ils envoyaient tout en prison. Raymond Lemieux, Saint-Léonard, le gars, il n'a rien fait de mal. Là. Il l'envoie, il l'accuse de sédition. Donc, je dis, Félix, on s'est comme un peu radicalisé, puis on a choisi le FLQ, la clandestinité. Puis là, j'ai comme compris. Comprendre, c'est pas dire je suis d'accord avec ça. Là. J'ai compris, OK, il y a des actions qui ont mené à ça, à la violence, à la radicalisation. Puis je me suis dit, c'est ça que je veux raconter dans Les Roses. Parce que souvent, la crise d'octobre, c'est tout le temps... C'est comme s'il y avait 5 gars qui avaient décidé d'enlever un ministre un beau matin comme ça. Non, mais c'est vrai. T'as raison. C'est hors contexte, comme ça. La révolution tranquille, on présente souvent tout va bien, tout est réglé, mais c'est pas vrai. C'est un mythe, la révolution. Tu sais, mon père qui a l'âge de ton père, Ouais.
il était d'accord avec l'enlèvement. Mon père à l'époque était à l'université, puis il était d'accord. Il dit, je comprends qu'elle avait les ministres, puis je comprends, je comprends qu'ils se cachent. Et, je veux dire, on oublie que la FLQ a une bonne partie de la population qui était d'accord avec eux. Mais, Jusqu'à temps, comme ton oncle l'a dit dans le film, c'est ça. jusqu'à temps qu'il meure. Là, Mais le monde a exact. décroché. Mais non, mais c'est vrai, parce que le manifeste, les gens pouvaient se reconnaître là-dedans, le manifeste de la FLQ, mais c'est vrai que la mort de Pierre Laporte a tué toute forme de sympathie envers la FLQ, probablement mis fin au FLQ aussi. Mais c'est ça. Donc, moi, c'était ça ma démarche avec les roses. Retournons un peu en arrière. Ouais. Parce que plein de monde qui nous écoute qui ne savent pas, même peut-être des Européens ou Ouais. des gens qui juste ne savent pas. C'est quoi ça, le FLQ? Le FLQ, Front de libération du Québec, là, ça a été fondé en 63, donc bien avant mon père. Lui, il arrive là-bas en 69. C'est des gens qui croyaient plus au système démocratique, qui croyaient que l'indépendance pouvait juste se faire par la révolution. C'était vraiment ça. Tu sais, c'était inspiré un peu de ce qui se passait en Amérique latine, tu sais, et tout ça. Là, tu sais, je disais Cuba, la révolution cubaine. Donc, eux, ils étaient arrivés à la conclusion, parce qu'ils étaient tous dans le RIN, qui est un autre mouvement indépendantiste, puis ils voyaient qu'il n'y avait pas les appuis dans la mesure que le système faisait tout pour que les voix indépendantistes ne soient pas dans l'espace public. On est bien avant René Lévesque. Tu sais, quand René Lévesque arrive là, en 76 avec le PQ, je dis ça parce que j'ai vu que vous aviez une pancarte du PQ avec René Lévesque dans le coin. Quand il arrive, là, il met fin un peu à la violence politique parce qu'il dit, regardez, là, moi je peux faire... il l'a pas fait, mais je peux faire un pays de façon démocratique. Mais à un moment donné, les gens n'y croyaient plus. Dans les roses, là, exemple, là, quand le PQ, là, il y a sélection en 70, il y a le vent d'un voile, puis la veille, il y a des camions de banque de la Brinks qui vont en Ontario, puis là, on fait à croire au monde que c'est les capitaux du Québec qui s'en vont. Donc, c'était toutes des mesures de Pour même. ceux qui n'ont pas vu le film, l'idée politique, c'était regarder si le Québec devient indépendant, l'argent va quitter la province. C'est ça l'idée qu'on envoie aux gens. Là. Donc, on L'argent s'en va. On faisait peur au monde. Mhm. Donc, c'est pour ça que des gens à un moment donné, des indépendantistes se sont radicalisés parce qu'ils disent on n'aura jamais de pays de façon démocratique parce qu'ils ne jouent pas la démocratie. Les gouvernements en place font tout pour que cette idée-là, on ne puisse pas la présenter dans l'espace public. Tu sais. Comment ton père et ton oncle ont joint les FLQ? Eux, ils ont joint ça. Comme je te dis avant, eux, ils étaient vraiment pacifiques. Là. Mais c'est l'accumulation. C'est des événements, comme je te dis, mon père a toujours dit, c'est quand on a enlevé le droit de manifester parce qu'il y avait des émeutes à Montréal, tout ça, puis Jean Drapeau, il a dit, c'est fini la manifestation, là. On peut juste manifester pour la Coupe Grey, là, c'est tout, là. C'est vrai, là. C'est ça qu'il avait dit, là, mon père a dit, mais là... Quelle citation! Oui, il a dit, mais là, moi qu'est-ce qu'il nous reste pour s'exprimer? Tu sais, il n'y a pas de réseaux sociaux dans le temps, là. La rue, c'était la façon de se faire entendre pour le peuple. Ben là, c'est là qu'il a dit, ben là, j'ai pas le choix. On va être clandestin. Puis là, il s'est rejoint la FLQ. Puis là, il y a eu l'idée des enlèvements aussi. Tu sais. Pourquoi l'idée? C'est quoi l'idée d'enlever des hommes politiques? Mais parce qu'avant, il y avait beaucoup de bombes. Tu sais, les réseaux d'avant. Tu sais, mon père, comme je te dis, il arrive tard. Là. Il y avait des bombes. Puis là, mon père et cette gang-là, ils disaient, tu sais, nous, les bombes, le problème, c'est que tu peux mettre en danger tout le monde. Puis tu sais, il y a des innocents qui étaient des ouvriers, tout ça, qui étaient morts parce qu'il y avait eu, mettons, pour... Il y a l'agent de sécurité. Exact, tout ça. Donc, Souvent, les agents de sécurité, c'est pas les plus hauts salariés. Là. donc, il a dit, on va comme viser des gens qui représentent notre oppression. Tu sais, au début, il ne pensait pas au ministre Pierre Laporte, il pensait à un ambassadeur américain puis britannique. Tu sais. Donc, mais eux, ils disaient, il faut s'organiser parce que l'idée, tu sais, quand tu enlèves quelqu'un, tuer des otages, c'est pas une bonne idée. Je veux dire, c'est parce que tu veux quelque chose. Et eux, mon père voulait s'organiser, il avait fait une prison du peuple et tout ça, mais ça n'a pas fonctionné parce que la police avait découvert tout ça. Oui, il l'a dans le film, ça. On le voit dans le Je m'en film. souviens dans le film, oui. Donc, En fait, c'est plus ta famille, c'est ton histoire. Si je me trompe, tu me corriges. Ils ont acheté une ferme, ton Exact. père. Ils ont acheté une ferme en se disant, dans cette ferme-là, il va y avoir une prison dans laquelle on va pouvoir bien traiter nos prisonniers politiques. Mais malheureusement, heureusement, les policiers ont trouvé la ferme et ils l'ont c'est abandonnée. Donc, ils sont comme divisés en deux. Il y en a qui étaient pressés, on dit on va enlever tout de suite. Il y en a d'autres qui disent non, on n'est pas prêts, on va s'organiser. La prison n'est pas prête, C'est ce ça. qui est très drôle. Puis, tu sais, il y avait des revendications. Les revendications, c'est qu'il y avait d'autres prisonniers du FLQ de d'autres vagues, c'était de les libérer. Et aussi, il y avait la lecture du manifeste à la télévision nationale, qui était un gros coup à l'époque, lu par Montreuil, tout ça. Donc, quand l'autre groupe, le groupe de la cellule Libération, a enlevé le diplomate. Richard Cross, c'est bien ça? Richard Cross. Le diplôme britannique. Exact. Mon père, lui, était aux États-Unis. Puis, Oui, justement, pourquoi il était aux États-Unis? aller acheter des armes au Texas pour s'organiser. Avec, et sa mère, ta Oui, grand-mère, ma grand-mère était là. Elle savait pas, par exemple.
pensais que c'était juste un voyage à Dallas. Ben, c'était comme une espèce de couverture, tu sais, ça faisait, il y avait ma tante qui était là, qui avait 10 ans, donc ça faisait un voyage de famille. C'est extraordinaire. Mais tu sais, Dallas, d'habitude, c'était pas la destination prioritaire pour les Québécois, là. Il y allait plus à Old Archer, puis Oui, Fort Lauderdale, là, pas Mais- Dallas. Là. mais c'est extraordinaire, ta grand-mère qui fait ah, cool! Ben On oui, jouait. on va aller à Dallas, pourquoi pas? Ta grand-mère qui a le meilleur nom de l'histoire de l'humanité. Ouais, Rose. Extraordinaire. Parce son vrai nom, c'est Rose Doré, elle a marié un monsieur Rose, donc ça a donné Rose. Ah, wow! Ouais, Ah, j'étais pas au courant de ça. c'est génial. c'est poétique, hein? Oui. Mais en tout cas, c'est ça. Mais là, quand ils ont vu qu'ils ont enlevé Cross puis que le gouvernement, tu sais, Cross n'avait pas assez de poids politique, le gouvernement ne voulait pas négocier, c'est là qu'ils ont décidé d'enlever Pierre Laporte parce que Pierre Laporte, c'était le vice-premier ministre et avait la ligne dure, disait on refuse pas de négocier avec les terroristes. Puis c'est comme ça que le choix de Pierre Laporte s'est décidé, mais un peu à la dernière minute aussi. Wow. Est-ce que ça, tu le sais, c'est comment ils ont vécu. Je pense que c'est une fois dans une entrevue, j'ai entendu Pierre Falardeau dire ce qui est intéressant, la crise d'octobre, c'était des hommes qui décident de faire une action politique, Ouais. décident genre, on va voler, on va kidnapper un homme politique. Et là, soudainement, ils réalisent oh fuck, on a un être humain, il faut qu'on s'en occupe. Oui, puis c'est un peu ça la trame du film Octobre, tu sais. Et moi, c'est sûr que c'est un peu ça aussi dans les rôles, c'est montrer c'est bien beau un symbole, mais il se retrouve avec un homme aussi. Et c'est sûr que ça amène une dimension que peut-être qu'il n'avait pas anticipée aussi. Puis aussi, corrige-moi si je me trompe, c'est des hommes gentils. Il y a de quoi ils ont un côté radical, Ouais. mais ils sont très gentils, ils veulent bien s'en occuper. Ça doit être une drôle de... Ben, gentil, en même temps, comme je te dis, c'est grave. tu sais, Oui, comme je te comprends. dis, Oui. je veux pas banaliser parce que tu sais, c'est très grave d'enlever un homme. Puis c'est pour ça que eux, dans leur tête, ils pouvaient pas s'imaginer que la réaction du gouvernement, jamais personne n'aurait pensé qu'il aurait enlevé les droits et libertés, envoyé l'armée dans les rues. Là. Quand on voit dans ton film, ton père fait une entrevue avec Marc Laurando. Marc Laurando, puis Marc Laurando lui pose la question est-ce que tu t'attendais aux lois de la mesure de guerre? Puis il a fait non, je pensais pas qu'il allait y avoir des C'est ça. tanks dans les rues. Là. C'est comme la contre-réaction était tellement démesurée. Ah, pour ceux qui savent pas de quoi on parle, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est produit après? Une fois que ton père et ton oncle ont kidnappé, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Ben, Qu'est-ce qui se passe au Québec? Le gouvernement, ils ont fait la loi des mesures de guerre qui fait que les droits et libertés, c'est que l'armée, la police pouvaient débarquer chez vous sans aucun mandat, t'arrêter. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Tu sais, la crise d'octobre, c'est pas juste 2 kidnappings. Il y en a eu 500. Là. Il y a 500 personnes dont le seul crime était être indépendantiste, Ouais. qui ont été arrachées à leur foyer. Tu as des artistes comme Pauline Julien, Gérard Godin. Miron. Et, Un truc qui intéresse le film Les Ordres, qui est un chef-d'œuvre québécois. Les Ordres, c'est sûr, ces 3 jours-là où la police a décidé de kidnapper des aides politiques Oh et de oui, les torturer, de les traumatiser en prison. Ben oui, parce que, écoute, ils ne pouvaient pas contacter leur famille. Comme je te dis, il y a des gens comme ma tante qui ont envoyé dans les champs puis qui faisaient semblant de vouloir tuer. Tu comprends dans Les Ordres? Tu sais, oui, ça avait juste aucun bon sens. Et c'est pour ça aussi que... Ta grand-mère aussi a un fusil sur la tempe. On le voit dans ton Ouais, film Les ouais, Roses. ouais. Ils sont rentrés chez ta grand-mère. Ils ont mis un revolver sur la tempe de ta grand-mère. Et elle a dû dire à sa fille, inquiète pas, ils vont rien faire. Ce qui est quand même particulier. Oh, oui, parce qu'ils croyaient qu'il était caché peut-être dans la maison. Puis ils ont dit, si les frères Rose descendaient, sinon on bute votre mère. C'est ça qu'ils avaient fait. Puis ils sont partis avec ma tante plus âgée, avec ma grand-mère, puis ma tante qui avait juste 10 ans, on l'a laissé tout seul à la maison. Tu vois, c'était comme devenu... C'était inhumain, vraiment, là. C'était vraiment inhumain. Donc, ce contexte-là a fait que ça a comme aussi dérapé sur la rue Armstrong, puis il y a eu des concours de circonstances qui ont mené à la mort de Pierre Laporte, ce qui n'a jamais été le but ultime, j'ai vraiment pas. Mais les gars ont dit, tu sais, on l'a enlevé, il est mort, c'est de notre faute. Donc, ils ont pris la responsabilité, on l'a tué. Oui, parce que comment Pierre Laporte est mort, il y a juste ton oncle et ton père qui le savent. Ben Peut-être toi, mais c'est secret. Ils n'ont jamais voulu le divulguer. Ils n'ont jamais vu le... Tu sais, il y a eu des commissions d'enquête, tout ça. Tu sais, on comprend que c'est pas un geste volontaire. Mais en même temps, quand tu enlèves quelqu'un puis la personne meurt, tu l'as tué. Ton oncle a très bien dit dans le film, C'est ça. on est responsable parce que si on le kidnappe pas, il meurt pas. Ben, exact. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils se sont pas comme ils ont dit, on est responsable. Ils l'ont toujours dit, ils l'ont assumé. Puis souvent, le monde a souvent essayé de les déresponsabiliser. C'est quand même drôle parce que les gens disaient, c'est des jeunes comme ça, ils peuvent pas avoir fait de même. Puis ils disaient, c'est la mafia, c'est le gouvernement. Tu sais, plein de théories du complot. Puis eux, ils ont toujours dit, non, arrêtez, là. On l'a fait, on assume.
Puis c'est ça. Ouais. Wow! Un autre partie super intéressante de leur histoire, c'est une fois que Pierre Laporte est décédé, ils le mettent dans un véhicule, ils vont porter le véhicule à l'aéroport Saint-Hubert, ils avertissent les autorités, avertissent les médias que le corps est là. Et là, ils sont en cavale. Ton père et ton oncle sont en cavale. As-tu des informations? Parce que ça a pris du temps à les attraper. Oui, mais mon oncle, lui, c'était spécialiste des cachettes. C'était tout le temps... Il y avait un jeu de chat et souris là, avec les policiers. C'est qu'il y avait des cachettes partout. Mettons, il avait fait... sur la rue Queen Mary, un appartement, il avait fait un placard au double fond. Et quand la police est descendue, ils étaient tous dans le placard. Puis à un moment donné, la police est allée manger du poulet en face. Puis là, ils sont tous sortis du placard, qui était comme un peu... si tu ne pouvais pas le savoir. Puis ils ont pris un taxi, ils sont partis. Puis après, ils sont allés se cacher à une autre place. Ils ont creusé un tunnel. Ça a pris quasiment 2 mois avant qu'ils retrouvent. Il n'y a pas ton oncle qui était italien. Il a fait semblant d'être italien pendant un moment. Mais à un moment donné, mon oncle, c'était le dernier à avoir son procès. Puis tu sais, il voulait vraiment qu'il aille en prison. Parce que mon oncle, contrairement aux autres, c'est ça qui a eu un vrai procès quasiment. Parce que mon père, c'est un procès politique. Mon père, là, c'est dans une caserne militaire, appartenait avec des militaires. Les dés étaient pipés, son avocat, ils l'ont mis en prison. OK, on va y revenir, c'est trop intéressant. Tandis que Jacques, lui, est le dernier à avoir des procès, donc il a pu avoir un vrai procès. Il était acquitté, mais le gouvernement voulait vraiment qu'il aille en prison, donc il mettait tout le temps des nouvelles accusations. À un moment donné, il s'était enfui, puis c'est ça, là, c'était... Il s'était mis les cheveux noirs. Antonio Antoni, une affaire de même. Là. Il y avait mon oncle, c'était un roux, barbu roux. Là. Il avait l'air d'un Gino. Ils l'ont arrêté, puis il a l'air vraiment. C'est ça. Là. Oui, mais ce qu'il dit, personne ne connaît ma face dans ce coin-là. C'est tous des Italiens, ils savent pas. C'était toutes des affaires. Oh, excuse-moi. Ne dérange pas. C'était tous des trucs comme ça qui faisaient que. En tout cas, tu avais pas mal de scènes pour un film. Là. OK. Parlons du procès de ton père. Oui, ben c'est ça. Mon père, c'est le premier à avoir un procès. Tu sais, mon père n'était pas là quand Pierre Laporte est décédé. Donc, les policiers le savaient. Mais mon père, comme je te dis, pour lui, il était aussi responsable que les autres parce qu'il était là à l'enlèvement. Et vu que c'était le plus vieux, c'était le plus connu, parce qu'il avait été un peu le porte-parole des événements de la Maison du Pêcheur, qui avait quand même pas mal jasé. C'est le plus éloquent. On a décidé que ce serait vraiment lui le bouc émissaire. Et son procès, comme je te dis, appartenait. Il y avait il y avait des gens avec des mitraillettes. Mon père, on a pris son avocat Robert Lemieux, ils l'ont mis en prison. Il était obligé de se représenter lui-même. Puis mon père, il savait que il n'y avait rien à faire, les idées étaient pipées. Donc, il a décidé de faire de la guérilla judiciaire. Donc, il disait tout ce qu'il pensait du système du banc de la reine pendant le procès. Puis là, les juges, tout ça, ils capotaient. Là, je veux dire, ça faisait... Il y avait des émeutes dans l'audience. On appelait ça le procès du siècle. Mon père, on disait qu'il y avait l'humour rose parce qu'il riait un peu, il rigolait un peu parce que c'était une époque aussi, c'était juste des hommes qui étaient sur le jury. Puis tu avais un décorum avec la perruque. Puis Qu'est-ce que les femmes dans ta famille ont fait par rapport à ça? Mais justement, il y avait les femmes qui avaient été accusées pendant la crise d'octobre m'ont dit si on est trop niaiseuses, parce qu'il n'y avait pas de femmes jurées à l'époque, il a dit si on est trop niaiseuses pour être sur un jury, on est trop niaiseuses pour témoigner. Quelle phrase? Ils ont refusé de témoigner et ça a fait une conscientisation partout au Québec et dans le Canada qui fait que peu de temps après, les femmes étaient admises sur le jury parce que ça fait jaser, parce que je sais, ça fait quand même juste 50 ans, puis les femmes ne pouvaient pas être sur le jury. Et ça pouvait juste être des propriétaires qui soient sur le jury. Donc, c'est juste une classe sociale. C'est des gens qui avaient de l'argent. Wow. C'est ça qui fait que ça a dérapé avec le procès de mon oncle. Parce qu'après, ça a changé. Mon oncle arrive 3 ans plus tard. Tu sais, mon oncle, là, c'est celui qui a eu la plus longue attente de procès. Pendant 2 ans, il appartenait. Puis ça, c'est pas une prison qui est faite sur le long terme. Là. Tu sais, c'était comme... Il était isolé, là, je veux dire. Pendant 2 ans, il a attendu son procès. Il y a un truc d'intéressant dans le documentaire où ils disent à ton oncle qu'on t'isole parce que c'est trop dangereux pour toi, les autres prisonniers. Puis non, au contraire, les prisonniers sont d'accord avec mon action politique. Arrêtez de m'isoler. Vous m'isolez pas pour me protéger, vous m'isolez pour me rendre fou. Oui, il y avait de la torture psychologique et tout ça. Mais lui, vu que ça avait changé, il y avait des femmes sur son jury et il y avait des hommes de toutes les classes sociales. Puis Robert Lemieux est un excellent plaideur et même si Jacques avait admis qu'il avait participé à l'enlèvement, tout ça, les gens ont décidé de l'acquitter. Parce qu'il était d'accord avec son action politique. Et c'est sûr que ça avait fait... Jacques Rose libéré, tout ça. Le gouvernement, il dit ça n'a pas d'allure. Donc, ils ont mis d'autres accusations. Puis finalement, il y avait une accusation qu'ils ont mis pour complicité
après le fait. Puis là, ils ont soudoyé le jury. Ils ont dit, écoutez, là, ça va être une peine mineure. Faites-le. Accusez-le parce qu'ils voulaient l'accuser encore. Le jury, ils ont fait, OK, on va juste lui donner la peine complicité après le fait. Mon oncle a fait 7 ans de prison. Là. C'est immense. Immense. Ben tu sais, c'est pour ça, c'est ça. Wow! Mon père, il en a fait 13. Ouais, qu'est-ce qui passe avec ton père? Fait que là, il y a fait que dans le fond, ils mettent en prison son avocat. Génial. Ouais. Il y a un procès bizarre. Comment le procès se conclut? Le procès se conclut qu'il est accusé 2 fois la vie. Donc, mon père, lui, même jusqu'à sa mort, il devait encore aller voir un agent de libération conditionnelle. Là. Pardonne-moi. Oui, parce que c'était lié à vie. Donc, lui, mon père, il rêvait de faire de la politique, mais il n'avait pas le droit de se présenter parce que tu n'as pas le droit d'être élu si tu as encore un casier judiciaire, parce qu'il est encore sur sa peine. Puis à un moment donné, lui, son rêve, c'est aussi d'aller en Irlande. On a fait le pays de nos ancêtres. On est accueillis par le Parlement irlandais, le Sinn Féin, là, qui est ancien, le monde l'IRA, qui est comme un peu l'équivalent du FLQ. Oui, ça peut se brasser là-bas. Oui. Moi, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire un peu, en Irlande, l'Irlande du Nord s'est beaucoup battu avec l'Empire britannique. Et dans les années 70, il y avait des bombes, des attaques des deux côtés. Et ils appellent cette période The Troubles. Exact. J'aime que des bombes qui explosent dans les rues, la police qui tape les gens, la police qui tire sur les gens. Ils appellent ça The Troubles. Tu sais, ces gens-là qui posaient des bombes, il y en a plusieurs qui sont devenus des élus là, au Parlement. Puis là, moi, il fallait que je fasse un horaire pour les libérations conditionnelles. Mais tu sais, il fallait pas que je leur dise qu'on allait voir des anciens de l'IRA. Ils auraient capoté. Donc là, on a fait un faux horaire. Et là-bas, tu sais, nous, on y allait pour 2 affaires. On allait parce que les Roses, ça vient d'Irlande. Le vrai nom, c'est Ross. On allait dans les villes où nos ancêtres sont partis pour aller au Québec. Et on est allé au Parlement irlandais rencontrer des gens qui avaient été dans l'IRA puis qu'ils nous ont présenté le Parlement. On est allé dans une espèce de club privé de bagnards où pour avoir ta carte de membre, il fallait que tu aies fait 1 an de prison. Puis mon père, ils ont donné sa carte. C'est un drôle de voyage. C'est chargé. C'est en quelle année, ça? Écoute, juste te dire à quel point c'est un voyage intense, c'est 2011. Puis une des raisons pour lesquelles on est allé, c'est que mon père il avait juste un œil. Parce qu'il avait perdu un œil quand il était jeune. Un carré de sable, il y avait un clou qui avait revolé. Et il perdait progressivement la vue. Puis lui, il rêvait d'aller en Irlande. Puis on va en Irlande. Puis à un moment donné, il devient aveugle pendant le voyage. C'est 1 mois sur la route. Il devient aveugle peut-être à milieu du voyage. Moi, je me retrouve avec un aveugle. Là, je suis comme, ben là, on retourne à la maison. Lui, il veut pas. Puis là, c'était tout le temps. Lui, c'était comme. Il a fait la prison, hein. Moi, je comprenais. Lui, il a fait 2 ans. Tu sais, il pouvait passer 8 mois dans le trou, là. Tu sais, mettons, il y avait des Jeux Olympiques. Il disait, on a peur qu'il y ait des attentats terroristes pendant les Jeux Olympiques. Mettez Paul Rose 8 mois dans le trou. Donc, mon père était habitué à être isolé. Et il y avait une force intérieure qui fait que lui, c'est comme, décris-moi ce que tu vois. Les montagnes. Puis lui, il était content. Juste le fait de savoir qu'il était là. Et ça a été ça le voyage en Irlande. Puis moi, j'étais jeune à l'époque. Normalement, c'est pas moi qui aurais dû conduire pour les assurances, tout ça, mais là, il ne pouvait plus. Puis là, ça a été ça pendant tout le voyage. Puis là, on arrive, je fais pas d'accident, tout ça, mais là, on se trompe d'heure d'avion. Là, mon père, c'est mon sac. Là, il voit plus rien, on court. Là, je prends l'auto, je scrape toute l'aile. Toute l'aile du char. Je capote, on manque l'avion. Puis là, on est assuré, mais pour lui... Mais il est aveugle. Donc là, on va voir le gars, puis là, il est mon père, tu sais, je lui dis tout ça, là, il faut qu'il signe pour l'assurance. Puis il signe dans l'entête, là. Tu sais, là, le gars, il regarde pas, je prends sa main, là, puis là, je fais ça de même, puis il signe à la bonne place. Ils n'ont jamais rien vu. On est parti. Ça, pour dire, ce voyage-là, je pourrais faire un film juste là-dessus. Yo, je le souhaite! Ouais. C'est extraordinaire! Yo, let's go! Si jamais tu veux faire de la fiction, c'est le sujet parfait. Ouais. C'est là que je me suis dit, OK, il faut que je fasse un film sur mon père. Puis c'est là que j'ai présenté le projet. Puis quand je lui présente le projet, c'est pas une blague, là, je lui présente le projet. Puis c'est là, il prend le temps de le lire. Puis tu sais, c'est un peu dur, je pense, pour lui, parce que je montre quand même mes critiques par rapport à ses actions. Puis c'est là qu'il me dit, tu sais, nous, il y a des raisons qui nous amènent à ça. Je lui présente le projet. Tu sais, on est allé en Irlande. Lui, pour le côté de... Lui, son autre rêve, c'était aller au pays, en France, c'est le Vivier Jussot, où sa mère, les ancêtres de sa mère venaient. Puis la même soirée, mon père, j'ai jamais vu pleurer de sa vie. Là. Il verse une larme, puis il dit, tu sais, Félix, on a fait l'Irlande ensemble. J'aimerais ça que notre prochain voyage, on aille au Vivier du Jussot, où viennent nos ancêtres dorés.
Ben, je dis, ben oui, OK. Donc là, on parle du projet, tout ça. Là, écoute, c'est l'élection du pape François. Là. Tu sais, je me souviens à la télé, tout ça. Là, il est en train de placer la vaisselle, puis à un moment donné, il paralyse. Puis il me parle, puis il réalise pas qu'il est paralysé. Il continue à me parler, puis là, je dis, ça va pas bien, tout ça. On va à l'hôpital, puis là, je vois qu'il est mourant. Puis je lui fais une promesse, et je vais aller au bout de mon projet, puis tout ça. Puis il décède. Puis là, tu sais, je me retrouve, je dis, il faut que je fasse ce projet-là tout seul. Moi, je voulais le faire avec mon père. Puis là, c'est drôle, j'étais comme nominé pour un projet dans le Off-Can et tout ça. Moi, je voulais pas y aller. Mon père voulait que j'y aille. Puis là, il y a un ami de mon père, il dit, je te paye le billet, viens-t'en. 2 semaines après la mort de mon père, j'étais allé dans le village, le Vivier-Jussot, et j'ai trouvé une espèce de bloc monolithique. C'est que l'ancêtre aurait vu à l'époque, c'est sûr. Et j'ai mis les cendres, une partie des cendres là. Puis après, je vois comme un chemin doré. Tu sais, ma grand-mère, c'était une dorée. Puis là, je prends une photo. Puis là, il y a un Français qui fait la pelouse, puis il dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ah, mon ancêtre, Louis Doré, il vient ici. Il vient d'ici. Il dit, écoute, t'es un descendant de Louis Doré? Je dis, ouais. Il dit, c'est moi qui ai sa maison. Puis là, il m'invite dans la maison de mon ancêtre. C'était comme, wow, quel cadeau. Quel cadeau. Wow! Ouais. Ah, c'est fascinant. Wow! Mm. Tu l'as mentionné avant, tu es cinéaste. Quelle autre œuvre t'as fait avant Les Roses et avant... Qu'est-ce qui t'a amené au cinéma? Comment t'as commencé à faire du cinéma? Mais moi, j'ai tout été un passionné de cinéma et d'histoire. Donc, on disait que le documentaire, c'est comme le mélange des deux. Mhm. Tu sais, c'est vraiment le mariage des deux. Donc, je suis devenu cinéphile très jeune. J'ai étudié en cinéma. J'ai continué là-dedans. Donc, on disait que ça a toujours fait partie de moi. Puis, On voit ton père aussi faisait faire du cinéma à ses étudiants? ouais. Parce que, j'ai bien compris, ton père, avant de s'engager politiquement, il était éducateur, il était enseignant à des jeunes qui, à l'époque, on considérait que c'était des jeunes avec des troubles mentaux, puis il leur faisait faire du cinéma d'animation. Oui, mais c'est ça. Mon père, il avait un côté artiste en lui qu'il n'a jamais vraiment exploré. Mais oui, c'est ça, parce que lui, ça s'appelait le poulailler. C'est à l'époque, là, ces jeunes-là seraient mieux traités. C'est des jeunes qui avaient de la difficulté à l'époque, mais qui foutaient dans des classes. Puis il faisait du temps quasiment comme la prison. Puis là, mon père arrive, il est jeune, puis il dit, on va faire des activités, on va faire des projets. Puis là, c'était des films d'animation. On leur a appris comment faire ça. Puis je pense qu'il en a récupéré une couple là-dedans, tu sais, pour se développer. Parce que c'était pas des jeunes qui n'étaient pas intelligents, c'était des jeunes qui ne cadraient pas dans le système d'éducation de l'époque. Mhm. Puis tu sais, quand je dis un côté artistique, c'est quand mon père était en prison, puis tu sais, lui était très proche de sa mère, puis sa mère était mourante. Puis on lui a refusé le droit d'aller voir sa mère mourante, qu'on donne à tous les prisonniers, mais vu que c'était Paul Rose, on lui a pas permis ça. Donc il a enregistré une cassette que j'ai trouvé que j'ai mis dans le film. Puis c'est vraiment de la poésie, là. Il parle de sa mère, de ses souvenirs d'enfance, de l'hiver, son attachement. Puis c'est lui tout seul, je l'imagine, dans sa cellule, qui parle à sa mère, tu sais. Puis cette cassette-là, de façon clandestine, je pense que c'est l'avocat ou une tante qui a réussi à la cacher. Puis ils ont fait écouter ça à la cassette à la mère juste avant qu'elle meure. Puis après, ils ont permis d'aller... Ils n'ont pas permis de la voir avant de mourir, mais ils ont permis d'aller à ses funérailles parce que C'est très méchant. c'est de la méchanceté. Mhm. C'est vraiment de la méchanceté parce que mon père, comme je te dis, il avait une force intérieure où il n'était pas capable de le briser. Mais là, ils ont trouvé comment ils pouvaient le briser, c'est avec sa mère. C'est vraiment là. Mhm. Puis mon père... tu sais, comme je te Ta mère dis- qui est une femme, ta grand-mère qui est une femme extraordinaire. On va dans le documentaire, Ouais. c'est la vedette documentaire. Là. Quelle femme, Ah. quelle intelligence, telle éloquence, c'est ça. c'est fou, là. Mais tu sais, on comprend C'est une que- leader politique, c'est fou, c'est hallucinant. Parce que tout vient de la mère, tu sais, les convictions. Tu sais, pourquoi, moi, je me dis tout le temps, je posais la question à mon oncle, mais pourquoi vous? Pourquoi pas d'autres? Pourquoi c'est vous? Puis là, quand j'ai compris c'était qui ma grand-mère, là, j'ai compris, tu sais, les valeurs, tu sais, l'injustice, tu sais, l'impuissance par rapport à l'injustice, là, on peut pas permettre ça, tout ça. L'amour aussi, La elle aime beaucoup solidarité, ses enfants. l'amour, ça vient d'elle, tu sais. Donc, mon père, il fait un... tu sais, la seule fois que j'ai vu mon père vraiment, genre, comme je te dis, mon père était toujours calme et tout ça. C'est une bonne affaire parce qu'il est immense. C'est ça. Ouais. Ben, quand j'ai découvert l'archive là, de quand il parle au funéraire de sa mère, c'est la seule fois que je le vois. Là, tu sais, il est comme il hurle tellement. Là, tu sais, il est vraiment comme. J'ai été pris par l'émotion quand j'ai vu cette archive-là. Puis écoute, ça a eu. Les gens, là, tu sais, mon père a été longtemps le bonhomme 7 heures. Hein.
c'est vraiment ma grand-mère qui a humanisé ces gars. Parce que les gens, ils disaient, on n'aime pas forcément qu'est-ce que vos gars ont fait, mais ils aimaient Mme Rose parce qu'elle, écoute, elle allait défendre ces gars à sa place publique. Puis quand la population du Québec a réalisé qu'on avait enlevé le droit à Paul Rose de voir sa mère mourante, les gens se sont indignés Wow. de vraiment beaucoup. Puis ça l'a contribué à le faire libérer peut-être un an après. Parce que là, ça a changé l'opinion publique. Parce que là, on dit, ça n'a pas de bon sens qu'on fasse ça à un homme, c'est inhumain. Wow. Comment ton père, on te le dit, est très, très... oui, autre question. Tu as une famille radicale. Tu as une famille qui a fait des gestes politiques. Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'es pas radical? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas, selon toi, un terroriste? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas continué là-dedans? Mais tu sais, ma famille radicale, tu sais, on fait des gestes radicaux. Mais comme j'ai dit, il y a des circonstances qui les ont amenés à ça. Mais quand ils ont fait la prison, tu sais, moi, ma mère, mon père l'a rencontré en prison. Elle était étudiante en criminaux, là. Après, quand ils sont sortis, là, ils voyaient qu'il y avait de quoi à faire, là. C'était plus le Québec des années 70, là. Je veux dire, on était dans les référendums, donc ils ont recommencé à recroire à la démocratie. Mon père était chef de parti. Tu sais, c'était pas des radicaux, là. La famille dans laquelle j'ai grandi était tout sauf radical. Je t'ai dit, j'ai grandi à Chamédé-Laval, là. Tu sais, je veux dire, dans une banlieue. Puis c'est pour ça que moi, tu sais, je comprends qu'est-ce qui a amené à mon père là, mais mon père, comme je te dis, il était chef de parti, ça s'appelait le PDS. C'est ça qui a amené Québec solidaire plus tard. Tu sais, il ne pouvait pas gagner, il ne pouvait pas être élu, mais il pouvait quand même présenter des candidats, tout ça. Donc, pour moi, c'est pas une famille de radicales. Mon père, là, il était assez SN. Puis, tu sais, au début, tout le monde avait peur de lui, là, surtout les boss, Paul Rose et les négociés. Il se faisait aimer autant des syndicalistes que des boss. Juste pour te dire, tu sais, mon père était tout le temps à l'écoute. Il était assez... tu sais, c'était pas l'image qu'on voit d'un Che Guevara comme l'image... Tu sais, il était vraiment pas... Il y avait une approche très douce et tout ça, ce qui est surprenant parce que c'est pas l'image que tu te fais. Tu sais, t'as le Paul Rose, le père que j'ai connu, puis t'as le Paul Rose mythologique. Et c'était pas la même personne. Tu sais. Ça, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Puis c'est une des raisons qui m'a amené à faire les roses, pour briser aussi cette image-là de radical. Parce que oui, il a fait des gestes radicaux, mais l'homme que j'ai connu, il l'était vraiment pas. As-tu déjà vécu des moments où des gens t'en voulaient ou te détestaient juste pour ton nom de famille? Très peu. C'est arrivé. Pour vrai, les gens sont assez respectueux. Puis, tu sais, nous, on était dans une bulle. Hein. Tu sais, mon père, maman s'assurait qu'on était entouré des gens aimants puis qui aimaient mon père. Tu sais, c'est arrivé rarement que... C'était plus la curiosité. La méchanceté, je pense pas que c'est arrivé souvent ou très peu. Puis, tu sais, mon père, peu importe qu'est-ce que les gens pensaient de lui, jamais, même s'ils le reconnaissaient, jamais les gens l'apostrophaient dans la rue pour leur traiter de nom et tout ça. Au contraire, ça arrivait souvent que les gens venaient lui saluer, lui serrer la main. C'est des inconnus comme ça. Ça arrivait même assez souvent. Puis moi, j'étais tout le temps un peu impressionné de ça. Wow. Comment tes parents sont tombés en amour? Mais en prison. Tu sais, ma mère, c'est ça, elle était étudiante en criminaux. Puis tu sais, la prison a changé. Hein. Mon père, quand il est rentré, là, il me disait, tu sais, moi, c'est quasiment de la torture. Là. Sa cellule était grande comme une salle de bain. Il y avait des rats. Des fois, il déshabillait de flambant nu. C'était lumière 24 heures sur 24. Puis il fallait qu'il gagne ses morceaux de linge. Puis quand il est sorti, c'était... Oh, pardon? Comment tu... Wow, ça m'intéresse trop. Comment tu gagnes un morceau de linge en prison? Ben, je sais pas. Tu fais tes tâches. Ou, c'était vraiment... C'est de la torture psychologique. Mais quand il est sorti, c'était plus la même prison. Moi, mon père, là, il était militant à la base, puis il a continué à militer, là. Je veux dire, en prison, il a fait des manifs, il a fait des grèves de la faim, qui fait que quand il est sorti de la prison, il avait le droit de faire des pièces de théâtre. Il avait le droit, admettons, de voir des blondes dans des roulottes. Il avait le droit de faire des études universitaires. Ils ont fait plein de gains en prison. Mon père a participé à ça. Donc, quand il a rencontré ma mère, qui était étudiante en criminaux, qui avait comme une espèce de ciné-club aussi, participé à un ciné-club. Puis ils sont tombés en amour. Vraiment. Puis, tu sais, au début, forcément, c'est platonique là, en prison. Mm-hmm. Mais après, la relation a continué. Puis moi, je suis né quelques années plus tard. Mon père est sorti à la fin de l'année 82. Moi, je suis né en 87. Puis ma soeur est née en 90. Donc, puis ils sont restés ensemble jusqu'à son décès. Wow! OK, c'est... Message à tous ceux qui trouvent pas l'amour. Il y a des gens en prison qui trouvent l'amour. Fait que c'est peut-être toi le problème. Excuse-moi. L'amour, je pense que tu peux le trouver pas mal partout. Là. Ouais! Mais ouais. C'est génial. Sinon, quelle autre œuvre tu as travaillé? Parce que tu sais que tu étais à la Cannes, c'était pour quel film? Ah, mais moi, j'avais travaillé sur... moi, j'ai commencé dans une série web. J'étais scénariste sur une série qui s'appelle Temps mort. Et ça, c'était une série, écoute, des premières séries web au Québec
où c'était pas apocalyptique. Là. C'était une fin du monde au Québec où l'hiver ne finissait jamais. C'était Éric Piccoli qui avait réalisé ça. Donc moi, j'ai commencé comme ça, sur le web. Tu sais, j'avais fait 2 documentaires moins connus avec la gauche. J'avais suivi Vincent Lemaitre-Vierge, qui est le frère de Guillaume Lemaitre-Vierge, qui était candidat QS à Saint-Jérôme, qui se battait contre Jacques Duchesneau, qui était qui représentait la police anti-corruption. C'était un David contre Goliath, mon premier film. Après, j'ai fait un autre film qui s'appelle Yes, que j'ai suivi un artiste visuel en Écosse, qui est pendant le référendum de 2014, il faisait des performances artistiques. Je suis référendum en Écosse. Puis on faisait des liens entre l'Écosse puis Québec. puis le Québec. Puis tout ça, c'était un peu du rodage pour moi, parce que moi, Les Roses, comme je te dis, j'ai travaillé là-dessus pendant 10 ans. Donc moi, pour moi, c'était le film de ma vie. Et je sais à quel point que c'est un sujet sensible, à quel point que je pouvais facilement me planter avec ça. Puis j'avais pas le droit à l'erreur. Donc j'ai vraiment pris, tu sais, mon beau-père est décédé en 2013, quand j'ai fait La Promesse. Le film est sorti en octobre 2020. Donc j'avais commencé peut-être en 2011, en même quand j'étais en Irlande. Donc ça a été c'était 10 ans de ma vie. Tu sais, C'est quoi les difficultés de faire un documentaire? Mais dans ce cas-ci, c'était plus à charge. Tu sais, au début, quand mon père était vivant, là, c'était dur à financer. Quand il est décédé, c'était dur à financer. Donc, j'étais chanceux. Ça a été long à financer, mais j'ai rencontré les bonnes personnes. Colette Loumet de l'ONF qui croyait au projet. Parce que, tu sais, au début, tu dis l'ONF, ça serait pas peut-être la place naturelle pour financer quelqu'un sur un ancien Felkis. Mais elle a réussi à faire passer le projet dans le ventre de la bête, comme dirait mon monteur, le monteur Michel Giroux. Et puis, elle m'a donné le temps. Puis ça, c'est un luxe, le temps. Parce que le temps de faire bien les choses, c'est de trouver les archives. Les archives, c'est long, là. C'est j'allais chez le monde, trouver des vieilles bobines qui puent dans les sous-sols, aller les restaurer, aller les numériser. Je mentionne ça, tes 2 documentaires, autant la bataille de Salon-Nord, que surtout la bataille de Salon-Nord, les images sont super belles. Puis je pense pas que tu les as trouvées comme ça. Tu as des images en noir et blanc, là. C'est magnifique. On voit le Québec de l'époque, c'est super beau. Comment tu restaures ces images-là? Comment tu... Ben, c'est les trouver, parce que ici, on n'a pas une culture de préservation très forte, là. Donc, c'est de les trouver. Souvent, ça traîne dans des sous-sols, là. On est fort, ces sous-sols ici. Parce que les sous-sols, c'est souvent des dégâts d'eau. Tu essaies d'arriver dans des dégâts d'eau parce qu'on en perd souvent des archives. Puis mais c'est chez qui? Comment tu trouves, mettons, comment tu as trouvé... Des particuliers, des fonds d'archives. Tu sais, souvent, Radio-Canada, ONF, on voit tout le temps les mêmes archives. Octobre, c'est tout le temps les mêmes archives. Mais quand tu fouilles puis tu as le temps, tu sais, des fois, tu as des chutes de montage qui sont cachées dans des voûtes qu'on n'a jamais vues, qui n'ont jamais été numérisées. Moi, je cherche les trésors, là. Puis, tu sais, moi, je ne veux pas faire des films didactiques. Tu sais, je te disais, j'ai commencé avec la fiction. Moi, je reprends des cas de la fiction pour le documentaire où c'est une expérience cinématographique. Tu as des archétypes, tu as des éléments déclencheurs, des pyros narratifs, la musique, des ambiances, où tu regardes un film, puis l'archive te permet ça, parce que l'archive, bien utilisée, te permet un voyage dans le temps. C'est comme les vieux qui ont connu ça, ils ont l'impression de revivre leur époque. Puis ceux comme toi et moi qui n'ont pas vécu ça, ont l'impression de voyager dans le temps. Dans la bataille de Salon-Nord, tu as vraiment l'impression d'être dans les rues. Les images sont si belles, ouais. Ben oui, parce qu'on assiste à Montréal qui se construit, là. Toutes les duplex, là, les champignons à Saint-Laurent, t'as l'impression que t'as toujours été là. Oui. Mais c'était des champs avant. Je savais pas, moi je pense que Saint-Laurent, ça a toujours été. Ouais, moi je suis comme toi, moi je pense que Saint-Laurent, ça a toujours été. Je savais pas que c'était récent, je savais pas que ça avait moins de 100 ans. Non, c'est ça, c'est comme des champignons, là, ça a poussé en quelques années. Qu'est-ce que tu as coupé du film Les Roses que ça a été le plus difficile? De faire fuck! Non, Les Roses, écoute, là tu me remontes quand même il y a 4 ans, je te dirais que globalement, j'avais tout ce que je voulais. Il y a peut-être une histoire que j'aurais aimé intégrer, ce que j'ai pas marqué, mais à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. C'est que parler de la première grève de mon père. Parce que moi, mon père était équetteur de fraises, ça rive sud, et avait réalisé, c'était tous des enfants qui avaient entre 5 et 10 ans. Et c'était une demi-scène du Casso. Il y a des enfants de 6 ans qui... Pour équetteur de fraises. Puis lui, à un moment donné... J'ai un enfant, moi, de 4 ans. Je ne donnerais pas de job. Elle est fine, là. On l'aime beaucoup. Mais des petites mains, les fraises et tout ça. Puis lui, il avait peut-être été plus vieux. Il a dit, ça n'a pas de bon sens. Ils ont fait une manif. Genre des enfants de 5 à 10 ans. Ils ont fait une manif. Et ils ont gagné, puis ils sont passés à une scène de Casso. Mais ça, c'est une bonne anecdote que j'aurais aimé. C'est faire des films, c'est faire des deuils. Hein. Tu peux pas tout mettre, il faut que tu fasses des choix. Dans le film Les Roses, tu parles beaucoup, c'est beaucoup ton oncle qui raconte l'histoire. Ouais. Est-ce que tout ce qui dit dans le film, tu l'avais déjà entendu ou tu as ouvert la caméra puis ton oncle s'est ouvert et tu as appris des trucs? Mais c'est particulier parce que
Mon père, on avait eu l'occasion de parler à la fin de sa vie, tandis que mon oncle, c'est celui qui parlait le moins d'octobre. Mon oncle, Ça apparaît pas dans le film. c'est ça. C'était tabou pour lui. Même ses sœurs, quand ils ont vu le film, on disait hey, Jacques, tu nous as jamais parlé de ça. Puis il voulait rien savoir du film au début, dans la mesure que j'arrivais avec une équipe, et il disait non, finalement, ça me tente plus. Écoute, ça a pris 2 ans avant que je réussisse à le convaincre. Hey, le moment où t'expliques, t'as toute ton équipe, là, faut que tu sois un gars de son. Ouais, l'oncle, Ben je veux oui. pas, Non, mais non, je veux écoute. moi y parler. J'étais vraiment là. Parce que mon père était décédé, le seul qui pouvait raconter l'histoire, c'est mon oncle. C'est toi qui étais là. Puis je capotais, je me dis, je serais jamais capable. J'ai manqué ma shot avec mon père, faut pas que je la manque avec Jacques. Puis tu sais, mon oncle, il fallait qu'il fasse des rénaux, il fallait qu'il pose des fenêtres, un job d'une semaine, puis il avait besoin de moi. Donc j'ai comme fait j'ai marchandé avec lui. Je lui ai dit, écoute, on fait un marché, donne-moi 1 heure d'entrevue par jour, puis je vais t'aider pour les fenêtres. Moi, j'ai 10 pouces, là. Mais c'est génial parce qu'on Ouais. voit ça dans le film. Moi, Ouais. j'ai pas tout compris pourquoi on voyait ça, mais je suis C'est ça. content. Ça fait partie du film. Let's go. Exact. Ben, tabarnak, c'est génial. Il voulait juste tout ça parce qu'il Il voulait voulait que tu des l'aides. fenêtres. Puis finalement, Excuse-moi, c'est ouais, je sais, extraordinaire. parce que ça ne tentait pas. Il avait vraiment besoin pas. d'un helper. Il avait besoin d'un helper. Puis finalement, ça faisait que on était fatigué le soir. Puis tu sais, finalement, c'était pas 1 heure, c'était 3 heures. Puis que, vu qu'on était juste 3, parce qu'il y avait juste Eric à la caméra, on avait juste des micro-cravates, au-delà que ça crée une bulle qui fait que il en parlait, puis il voyait plus la caméra, puis il me racontait des trucs que je savais même pas. Comme quoi? Mais mettons, lui, la prison, lui il trouvait- comme je te dis, mon oncle, mon père, c'était un moine. Il pouvait toffer la prison. Mon oncle, c'est le contraire de son frère. C'est un gars, il a besoin, il y a des gens, il a besoin de sortir, il a besoin de bouger. La prison était très, très difficile. Puis à un moment donné, il est comme parti en sanglots là, quand il en parlait. Puis un autre, tu sais, je parlais tantôt, on est d'habitude, quand un parent meurt, le prisonnier a le droit. Un autre droit qui est acquis en prison, c'est quand il y a des frères, ils mettent ensemble. Puis encore une fois, pour les briser, ils ont séparé les frères roses. Puis à un moment donné, Pas juste séparés dans la prison, séparés dans 2 à prisons. des kilomètres et des Ouais, kilomètres. ils ne là. sont pas vus pendant des années. Puis à un moment donné, un concours de circonstances fait qu'il y a eu un transfert, puis ils se sont croisés pendant le transfert, mais c'était pas volontaire. Puis à un moment donné, il y a eu une solidarité des prisonniers qui fait que pendant le croisement, ils se sont isolés dans une cellule, puis on pu se parler pendant une vingtaine de minutes. Puis là, il me parlait de ça, puis tu sais, c'était dur pour lui d'en parler, parce que tu sais, si ton frère t'a pas vu pendant des années, puis là, ils se sont vus comme ça. C'est sûr, c'est des moments comme ça que j'ai appris. Tu sais. Wow. J'ai pas la citation exacte, mais le film La bataille de Saint-Léonard finit sur une citation qui dit, je paraphrase, que la révolution détruit ses enfants, Ouais, mange ses enfants. ouais. mange ses enfants. Qu'est-ce que tu t'as sûrement fait ça par accident? Est-ce que tu es d'accord avec cette citation-là? Est-ce que tu sens que tu l'as vécu? Est-ce que penses-tu que ça vaut la peine de faire des révolutions si ça fait aussi mal à l'être humain? Comment tu te sens par rapport à ça? Ben, tu sais, je vais revenir pour Raymond Lemieux. Parce que moi, qu'est-ce que je trouvais intéressant avec la figure de Raymond Lemieux? Ce gars-là, il a tout donné pour une cause. Puis il a fait avancer une cause. Et je veux dire, la loi 101, ça s'est fait beaucoup grâce à la conscientisation de Saint-Léonard. Puis lui, il a labouré la terre. Puis il a tout perdu là-dedans. Sa famille, sa job, il y a eu des problèmes de santé mentale et tout ça. Donc, c'est sûr que d'un point de vue personnel, il a tout perdu. Puis il n'y a pas une rue qui s'appelle Raymond Lemieux. Là. Avant ton film, je sais pas c'était qui. Il a disparu de la mémoire collective. Là. Tu sais, je veux dire, tous les mérites reviennent à Camille Lorrain parce qu'il a fait la loi 101, puis je lui enlève rien. Mais les gens qui ont labouré la terre, on s'en souvient pas. Puis il a tout perdu, puis il n'a rien gagné. Donc, son lait collectif est énorme. Donc, je pense que une chance qu'il a faite, parce qu'en grande partie, grâce à lui, le Québec a évolué, tout ça, mais il en a payé cher le prix. De là, la révolution penche les enfants. Puis c'est pour ça que moi, je trouvais que c'était important de raconter son histoire puis lui remettre la lumière qui lui revient. Wow. Et en même temps, de mettre la lumière sur sa femme, qui a quand même souffert, ses Ben enfants oui. qui ont souffert. Parce qu'elle, elle s'est retrouvée à gérer la famille. Il n'était plus là. C'est tellement gros. Là. Lui, au début, c'est une guerre de clochers. Il se ramasse une figure nationale là, partout au Québec. Il n'a plus le temps d'être à la maison. Il n'a plus le temps dans les dynamiques familiales. Donc, c'est sûr que lui, il a choisi le sacrifice. Sa femme, ses enfants, ils ne l'ont pas choisi. Eux, ils ont eu les conséquences de ça. Puis, tu sais, je dis ça, ils sont fiers. Eux, ils sont tristes que ça a brisé la famille, mais ils sont fiers de leur père. Ils comprennent l'importance qu'il y a eu leur père. Qu'est-ce qui fait selon toi que ta famille s'est pas brisée? Parce que si ça aurait pu, je veux dire, il y a tellement de traumatisme, tellement de violence, qu'est-ce qui fait qu'ils sont restés unis, que vous êtes restés unis?
Dans notre cas, mais tu sais, c'est sûr que moi, ma mère, il l'a rencontré après, là. C'était pas pendant la crise d'octobre. Tu sais, quand il a rencontré ma mère, il était passé par autre chose aussi. Tu sais. Je veux dire, mon père était célibataire pendant la crise d'octobre. Puis c'est sûr que ses frères et sœurs, qu'est-ce qui fait qu'ils sont restés unis? C'est qu'ils ont tout fait pour le libérer. C'est le fait que sa famille se soit investie pour le faire libérer. Sa mère, c'est sa mère qui était le cœur de la famille, qui a milité avec les enfants, tu sais, mes tantes. Fait que je pense, elle a solidifié la famille. La famille est devenue plus unie parce qu'ils se sont battus pour libérer les frères Roses. Et ils se sont fait appuyer, ils ont eu de l'aide. Tu sais, il y a eu la communauté culturelle, là, les Yvon Deschamps et compagnie, là, et Pierre Perrault, cinéaste, ils appuyaient la famille Rose. Là. Ils ont fait le CIPP, qui est un comité pour la libération des prisonniers politiques. Ils faisaient des tournées à travers le Québec et tout ça. Donc, je pense que le fait de vouloir, tu sais, on va dire, un objectif, libérer ton fils et tes deux fils, ça a probablement contribué à unifier la famille Rose. Félix, c'est extraordinaire. Merci d'avoir été là. Premièrement, merci pour ton cinéma. Merci pour ta générosité. Si on s'intéresse à tes films, le film en ce moment, La bataille des Salons Nord, est disponible au cinéma. Ouais, allez-y, c'est important parce qu'un documentaire au cinéma, c'est rare, puis ça reste pas sur longtemps à l'affiche. Donc, il est très, très, très bon. C'est un excellent documentaire. Et si ça vous intéresse, Les Roses, il est disponible gratuitement sur le site de l'ONF. Sur l'ONF, vous tapez Les Roses, pas de S, c'est un nom de famille, fait que Les Roses, pas de S. Et c'est gratuit, c'est super beau. Un truc qu'il faut donner à l'ONF. Excellente plateforme. On se plaint des plateformes au Québec. L'ONF, la plateforme, elle est splendide. Exact. C'est pas Les Roses comme l'équipe de soccer féminin avec un S. À ne pas confondre. Ouais. C'est bon. Merci. Merci beaucoup, Félix. De Brest.